pour la table ronde qui se présente. Alors j'appelle François Payel, parce que je le vois entrer dans la salle, voilà, je ne le laisse pas souffler, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. J'appelle Patrick Liébus, mais je ne vois pas, il est là, voilà, il est en train d'arriver, le président de la CAPEB. Bonjour, président. Bonjour, président. J'appelle également Dorian Kelberg, mais avec la lumière, je ne sais pas s'il est déjà parmi nous, mais il va arriver. Je sais, je viens de l'avoir au téléphone, que Yves Legris, journaliste, est en approche du pavillon Dauphine, donc il va nous rejoindre. Mais je sais que Brieux-Leguet est avec nous, donc il va pouvoir nous rejoindre. Voilà, et je vais vous présenter ces débatteurs. Et donc les deux absents vont nous rejoindre prochainement. Alors je présente ceux qui sont à l'heure. Patrick Liébus, président de la CAPEB, qui est une famille professionnelle proche de la Chambre des métiers de l'immobilier, de la Fédération nationale. François Payel, nouveau président de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui a changé de nom, il nous refera peut-être l'histoire des noms de la FPI. Et Brieux-Leguet, qui est administrateur de la Fédération, est là aujourd'hui en tant que responsable de ce qui s'appelait l'Académie des présidents, qui a peut-être changé de nom, il nous le dira aussi, et il nous expliquera la fonction de cette institution à l'intérieur de la FNAIM. Alors, je justifie le casting, si tant est qu'il faille justifier d'avoir des invités, des personnalités qu'on aime bien. Il a été souhaité, en ce jour d'anniversaire, de se tourner vers l'avenir pour imaginer ce que va être le syndicalisme immobilier dans les années qui viennent. Et pour parler déjà de ce qu'il est aujourd'hui, avec sans doute ses contraintes et ses contraintes du moment. Ça aurait pu se faire en consanguinité, hein, ça aurait été facile d'inviter à débattre des femmes ou des hommes de la fédération ou des chambres qui la constituent. Il nous a paru plus intéressant d'avoir des regards proches, en tout cas proches par les métiers de ceux qui les représentent. Et donc Patrick Liébus représente des artisans du bâtiment, en effet, qui sont familiers des administrateurs de biens et des agents immobiliers, François Payel, les promoteurs. On aura le regard des grands investisseurs avec Dorian Kelberg et puis donc la place particulière de cette académie sur laquelle je reviendrai. Alors, je voudrais peut-être tout d'abord donner la parole à Patrick Liébus. On a avec nous peut-être le syndicaliste immobilier le plus efficace. Je me suis laissé dire que dans la même journée récemment, il avait été reçu à l'Élysée, à Matignon, au ministère du Logement. Donc déjà, je pense que ça mérite un applaudissement, franchement. Président, vous êtes à la tête d'une organisation qui est benjamine par rapport à la Chambre des métiers de l'immobilier, 1913 d'un côté, 1946 je crois pour votre organisation. Ce qui est étonnant quand on regarde l'acte de naissance de la Chambre des métiers de l'immobilier, qui portait un autre nom, Chambre des mandataires en vente de fonds de commerce, c'est qu'on ne trouve pas vraiment la raison de la création. Je l'ai lu attentivement, et le président Camandona l'a lu aussi. On a retrouvé les actes de fondation, le grand livre. On voit que 63 professionnels, je crois, en 1913, se sont réunis, qu'ils ont voulu représenter une profession qu'ils estimaient. On a le sentiment qu'ils voulaient se distinguer par rapport à d'autres qui faisaient le métier peut-être moins bien, que très vite ils sont devenus interlocuteurs des pouvoirs publics, mais la création n'a pas été théorisée. Voilà. Alors pourquoi se crée une organisation professionnelle? Pourquoi elle se crée après-guerre, si on parle de la CAPEB? Et aujourd'hui, à vos yeux, quand vous l'incarnez, quelle est sa mission? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis joyeux anniversaire, parce qu'un anniversaire, ça se fête, 100 ans, c'est merveilleux. Comment notre organisation est arrivée à se créer en 1946? C'est bien simple, à l'après-guerre, il fallait reconstruire la France. La France avait été détruite d'une façon importante, et la reconstruction de la France avait été entamée par les très grosses entreprises du secteur du bâtiment.
Ils avaient entamé la reconstruction et vous savez que dans cette période-là, pour travailler comme pour acheter d'ailleurs toutes sortes de biens ou de besoins, même de la nourriture, des vêtements ou autres, il fallait des bons pour pouvoir acheter, de façon à ce que les travaux, y compris pour les travaux, pour acheter des matériels et matériaux, il fallait avoir ces bons qui permettaient à l'entreprise donc de pouvoir travailler en fait. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en 1946, tout un ensemble d'artisans se sont dit voilà, on a un petit problème, c'est que la construction de la France va se faire par les grosses entreprises. Il va falloir qu'on demande aux grosses entreprises de nous fournir ces bons, donc on va être sous dépendance. Clairement, on sera sous dépendance de ces grosses entreprises. Et il faut absolument, nous qui avons quand même une répartition sur le territoire importante, il faut absolument que nous puissions avoir accès à ces bons. Et que de fait, on puisse faire le pendant des grosses entreprises pour reconstruire la France. Donc ils se sont mis un jour autour d'une table, ils étaient très très peu, ils ont démarré une dizaine. C'est parti dans la région, dans le Midi. Ils se sont dit, ben voilà, on va créer une organisation. Donc au départ, ils ont créé cette organisation en petit nombre. Puis ils se sont dit, mais pour qu'une organisation comme la CAPEB puisse, qui s'appelait pas la CAPEB à l'époque, puisse arriver à trouver toute sa place, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Donc on leur reconnaissance. À l'époque, il y avait le président de la République. Donc il a fallu qu'il y ait la première rencontre. C'était la première rencontre avec un président de la République. La deuxième s'est faite, vous l'avez dit, elle s'est faite là il y a très peu de temps. Mais c'était vraiment la première fois qu'il y a eu une rencontre avec le président de la République pour lui dire, voilà, on s'est structuré. On a mis en place cette organisation, elle existe au niveau national, c'est une confédération, donc elle s'est mise au niveau national et nous avons une existence, une reconnaissance maintenant. Nous voulons pouvoir reconstruire la France et avoir justement les mêmes droits que les grosses entreprises. Donc ça a démarré comme ça, cette organisation s'est développée au fur et à mesure du temps. Ces hommes qui l'ont mis en place avaient de la conviction syndicale mais surtout professionnelle très développée. Et ils se sont dit, on va développer, on va continuer de créer la CAPEB à un plus haut niveau. Donc ils l'ont créé au niveau confédéral, c'est parti d'une idée d'un département, donc ensuite la confédération, et là on l'a décliné en département. Et notre organisation donc, représente 380 000 entreprises. Alors la CAPEB a 100 000 adhérents actuellement, on a 100 000 adhérents, c'est 77 milliards du chiffre d'affaires du secteur du bâtiment, donc c'est un chiffre d'affaires important. Maintenant il y a 103 CAPEB en France. On a 103 CAPEB départementales et 21 régions structurées. Donc on l'a démarré vraiment petit. Le petit a grandi et le petit maintenant est devenu une des organisations les plus représentatives du secteur du bâtiment. Après une autre organisation qui existe et que je respecte fortement, la Fédération française du bâtiment, qui au départ, c'est ça l'histoire, qui au départ était l'organisation à côté de la CAPEB. On avait les mêmes gènes du départ. Après, il y a eu les divisions parce que justement, les tailles des entreprises, vous imaginez bien, la moyenne des salariés dans les entreprises artisanales que je représente, c'est 5 salariés. On est 1 million d'actifs, nous, dans le secteur, dans les entreprises que je représente. Après, vous avez les grands du bâtiment, c'est pas tout à fait la même échelle. On est plutôt sur une échelle où on parle en centaines, voire pour certaines, milliers de salariés répartis sur le territoire français, voire les autres pays de la communauté européenne, voire même au niveau mondial. Donc voilà un peu comment cette organisation a été mise en place avec la volonté de ces hommes qui se sont dit existons par nous-mêmes, défendons les intérêts de ces petites entreprises qu'il fallait absolument défendre à l'époque et qui, en ce moment, on en parlera sûrement, ont besoin d'être encore plus défendus face à la crise économique que nous traversons. Alors, vous avez parlé d'une raison d'être qui est la reconnaissance confraternelle entre des personnes qui font le même métier, dans le même état d'esprit, le besoin de dialoguer avec les pouvoirs publics, et vous avez prononcé le mot défense, on va y revenir, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il a un sens tout particulier. Le secteur ne va pas bien, que ce soit en amont, vos adhérents, ou que ce soit en aval. Et vous avez parlé aussi d'autres concepts sur lesquels on va revenir, l'aspect territorial, très local, qui est important. Et vous avez dit enfin, vous avez évoqué la Fédération française du bâtiment. C'est vrai que le choix a été fait d'inviter votre confédération, mais qui a des liens aussi avec la Fédération du bâtiment. Et vous avez dit qu'il y avait des relations à la fois de différence et puis de communauté, parce que ce sont les mêmes métiers, mais des types d'entreprises différentes. Donc on reviendra là-dessus, sur le dialogue entre les organisations professionnelles ou sur l'opposition. Je pense que c'est un point important. François Payel, même question. Comment s'est créée la Fédération des promoteurs immobiliers, même si elle ne s'appelait pas ainsi? Quels sont les attendus de cette création? Et aujourd'hui, quelle est la fonction
à vos yeux, alors vous êtes un nouveau président depuis quelques semaines. Depuis un an. Depuis 52 semaines. Élu depuis un an. Élu non, et en fonction depuis un an. Bon. Ouais. Élu depuis un an et demi. Voilà, bon. Mais encore un nouveau président pour autant. Quel est aujourd'hui le rôle de cette fédération et quelle a été l'origine de sa création? Alors, la fédération, dans sa configuration actuelle, est née il y a 45 ans. On a notre 43e congrès dans quelques jours. Elle est née du regroupement de deux fédérations de maîtres d'ouvrage promoteurs immobiliers qui ont éprouvé, comme d'autres, le besoin à la fois d'avoir un travail entre professionnels pour essayer de mettre en évidence ce qui était le point commun, les enjeux communs, les difficultés communes et donc les messages communs apportés au pouvoir public. Et puis, deuxièmement, dans l'autre sens, expliquer au pouvoir public ce qui fait l'originalité de nos métiers, sa technicité, et quels sont les leviers qui peuvent être efficaces pour agir mieux et plus vite. Les promoteurs aujourd'hui, donc sous l'enseigne de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers, qui s'est longtemps appelée FNPC, Fédération nationale des promoteurs constructeurs. Alors là, quand j'entends les chiffres de Patrick Liébus, je suis fasciné parce que on a franchi l'année dernière à la hausse le chiffre de 500 adhérents. Mais pour vous donner une idée, il y a une dizaine de grands groupes à vocation internationale qui appartiennent souvent à des groupes du BTP ou des groupes bancaires. Il y a une grosse dizaine de moyens régionaux. Et puis, il y a 490 PME, souvent régionales et souvent avec à peine 10 salariés. Donc quand j'entends les chiffres de Patrick, je me dis que 100 000 adhérents, c'est impressionnant. Nous, on est beaucoup plus modestes. Néanmoins, on est aujourd'hui en zone urbaine les premiers producteurs de logements. Le paysage du logement neuf en France, c'est un paysage assez simple. Les promoteurs produisent bon an, mal an 100 000 logements depuis 15 ans, c'est quasiment exactement ça le chiffre. Les organismes d'HLM, entre 70 et 90 000 logements. Et les constructeurs de maisons individuelles ont longtemps tourné autour de 150 000 maisons en zone plus diffuse. Et ce chiffre est en recul depuis 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'en zone urbaine, nous sommes les premiers producteurs de logements avec les organismes d'HLM. Et donc quand on est en charge de produire un bien qui est bien d'équipement, je ne sais pas quel est le bon qualificatif, mais qui est au cœur des politiques publiques, au cœur des besoins des Français et au cœur de difficultés économiques réelles, on a besoin d'expliquer comment marche son métier. Et on s'aperçoit que la technicité est telle, que ce soit de l'urbanisme, que ce soit des mécanismes de construction, que ce soit des mécanismes de financement, qu'on n'a jamais assez expliqué au pouvoir public, c'est-à-dire au gouvernement, au cabinet ministériel ou aux parlementaires, la façon dont ça fonctionne et quels sont les leviers de l'efficacité. Et donc je crois qu'aujourd'hui, notre fédération, elle a à la fois cette fonction de réunir les professionnels entre eux pour essayer de partager l'analyse sur les fondamentaux du métier, pour essayer de voir ce qui peut être amélioré, et puis de porter le message auprès des pouvoirs publics. Et alors depuis quelques temps, c'est-à-dire au fond depuis 2, 3 ou 4 ans, on le fait dans un contexte économique qui est très nouveau, qui est caractérisé par 2, 3 fondamentaux que je voudrais rappeler. Le premier, ce qui est une difficulté budgétaire de l'État français comme on n'en a pas connu depuis 40 ou 50 ans. Le deuxième, c'est la territorialisation de la politique du logement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus les choses avancent et plus un certain nombre de choix sont faits au plan national, les plans législatifs, certains choix réglementaires, mais plus ils vont se décliner au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des intercommunalités. Et donc il faut que nous, on intègre tout ça pour essayer de porter un message cohérent et de dire au pouvoir public, écoutez, voilà, dans l'équation financière qui est la vôtre, on ne va pas être irréaliste, ce que nous pensons être les bons leviers d'action, les bons leviers de l'efficacité, c'est cela. Alors il y a un côté, j'allais dire, revendicatif naturel, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de dire que certaines mesures vont complexifier notre travail, mais en tout cas, il y a 1, partager une analyse, 2, porter ensemble des messages, mais 3, ce qui est derrière, c'est en gros être plus efficace. Plus efficace pour construire moins cher, et plus efficace pour que nos acquéreurs ou que les investisseurs soient financés. Alors, François Payel, justement une question très, très précise, et je reprends aussi le terme du président Liébus. On parle de défense. Il s'agit de défendre, en tout cas, le bon fonctionnement d'entreprises, un marché, une économie, sinon des intérêts corporatistes. Aujourd'hui, prenons l'exemple du dispositif du flot. Il est en retrait en termes de puissance par rapport au dispositif Cellier. On peut s'accorder sur ce constat.
Moi, j'ai eu le sentiment que le message des promoteurs avait mis un peu de temps à se former, qu'il y avait eu quelques semaines avec un peu de battement, et puis qu'ensuite, il y avait eu un message, en tout cas le vôtre, hein, de la FPI, favorable. Comment ça se passe dans une fédération? Je ne doute pas que sur vos 500 adhérents, certains auraient voulu plus que le Duflot, que certains soient déçus. Comment on gère ça? Et je poserai la même question à Patrick Débus, avec sans doute une complexité majorée par le nombre. Alors, d'abord, une fédération comme la nôtre a des instances. Et chez nous, il y a il y a un bureau, mais qui se réunit toutes les semaines, mais je dirais qui est un bureau de 4 personnes, hein, donc c'est un petit comité. Il y a un comité directeur et un comité fédéral. Le comité fédéral, c'est le comité des 17 présidents de région. On est organisé avec 17 chambres régionales. Et le comité directeur réunit 5 représentants des régions et les 12 plus grands adhérents. Et en fonctionnant, en travaillant avec ces 2 comités, qui se réunissent alternativement tous les mois, on porte les idées et les projets imaginés et mûris par le bureau et les collaborateurs de la fédération. Et on essaye de les valider, ou on propose de les valider à ces 2 comités. Sur le dispositif du FLO, nous avions très tôt, c'est-à-dire, Yves Legris s'en souvient peut-être, le 5 avril 2012, porté un message de 7 ou 8 fédérations concernées par le logement auprès de tous les candidats à l'élection présidentielle. Et on avait mis en avant 10 propositions. Et dans ces 10 propositions, C'était au Théâtre Marigny. C'était au Théâtre Marigny, exactement. C'était le 5 avril 2012. Et dans ces propositions, il y en a une qui était importante, qui disait il faut arrêter de voir le dispositif. Alors, elle ne s'était pas écrit comme ça, mais le débat sous-jacent était le suivant. Il faut arrêter de voir la politique d'incitation vers les ménages pour investir dans le logement comme une espèce de gadget ou d'avantage fiscal déconnecté de tout enjeu économique ou de toute légitimité fiscale. Il faut au contraire prendre conscience que dans les chiffres que je vous donnais, 100 000 logements par an en zone urbaine et 70 à 90 000 chez les organismes HLM, que les investisseurs privés représentent depuis quelques années en France, c'est-à-dire en moyenne depuis 2003-2004, 30% des investissements dans le logement en zone urbaine. Alors, dans un État qui a des difficultés budgétaires que l'on connaît tous, et au moment où il faut qu'on produise plus de logements, détourner ou faire en sorte de ne pas encourager les ménages qui vont investir dans le logement en zone urbaine, c'est couper un pan entier de ce qu'il faut faire. Et la vraie question qui est derrière, quand on rentre dans une économie difficile, les entreprises que nous sommes, et je crois qu'on se retrouve avec Patrick tous les mois chez la ministre pour essayer de débattre de tous ces sujets, on a aussi le droit de réfléchir comme citoyen, et on le sait tous, la doctrine fiscale française est claire. On peut bénéficier d'un traitement fiscal privilégié dès lors qu'en échange, on a un acte contraint par rapport à l'économie de marché. Et dès lors qu'on disait qu'on allait avoir un produit qui requérait du logement locatif intermédiaire, qui est un vrai besoin dans notre pays. Vous savez, depuis 15 ou 20 ans, on ne produit plus beaucoup de logements locatifs intermédiaires. Or, il y a un vrai problème entre le plafond du logement locatif social et le plancher du locatif libre. Donc c'était une vraie demande une demande massive, à laquelle il faut répondre. Dès lors qu'on va donc, 1, répondre à cette demande, 2, imposer des baisses de loyer de 20% par rapport à ceux du marché. Alors après, évidemment, on est renvoyé à la difficulté technique d'avoir ce moins 20% mesuré avec finesse, mais n'empêche que c'est ça le principe. Dès lors qu'on va demander aux investisseurs de garder leur logement pendant 9 ans, on crée une contrainte, on ne loue pas aussi cher qu'on ne le peut, on va le louer pendant une durée longue, et là on légitime un coup de pouce fiscal. Et ça a été la base de ce que nous avions proposé, et c'est clairement la base choisie par le gouvernement, parce que le Duflot, c'est d'abord la recréation du locatif intermédiaire. Je suis un peu long, pardon. Non, mais c'est très clair. Président Libus, vous avez eu des rendez-vous et au plus haut niveau. Vous faites le même travail que votre voisin de gauche, bon, on se comprend. Pour le reste, on n'est pas là pour en débattre. Vos adhérents, pour beaucoup d'entre eux, souffrent. Quelle est votre attitude? Est-ce que c'est une attitude violente? Quel choix tactique avez-vous fait? Yves Legris nous donnera après un regard un peu extérieur de journaliste sur les messages que les fédérations immobilières portent. Est-ce que vous faites un choix d'opposition? Est-ce que, par exemple, face à une décision de baisser la TVA pour
la construction HLM, mais pas pour la construction privée, vous êtes vent debout? Est-ce que vous attendiez beaucoup plus et donc vous vous considérez comme opposant aujourd'hui au gouvernement ou au président de la République? Quelle est votre attitude? Et puis je poserai évidemment la question aussi à Dorian Calbert, qui nous a rejoints et qui représente les grands investisseurs. Je crois qu'une organisation professionnelle comme la CAPEM doit être force de proposition et pas systématiquement force d'opposition. Il faut, c'est ce qu'a dit François, notre rôle à nous, c'est de rencontrer les pouvoirs publics et de leur expliquer quelles sont les attentes, nos attentes, pour l'économie de nos entreprises. Je rappelle, on est quand même dans des activités de proximité. Donc c'est l'économie qui ne se délocalise pas. Donc on part déjà de ce principe. Et ensuite, ne pas se mettre systématiquement en opposition pour se mettre en opposition. Notre rôle à nous, c'est de travailler bien en amont et de réfléchir à ce qui serait souhaitable de mettre en place. Le système du flot, par exemple, pour le remplacement du cellier, c'est vrai que c'était plus intéressant le cellier, mais à un moment donné, on peut aussi faire très attention à ce qui peut tourner à l'excès. C'est-à-dire que tout ce qui devient trop intéressant peut complètement être contourné de son objectif et ne pas répondre à cet objectif. Donc de fait, quelqu'un dit stop, ça s'arrête. Un autre exemple qui est simple, panneaux photovoltaïques, par exemple, si je prends ce domaine-là pour qu'on l'ait bien en tête. On fait la promotion des énergies renouvelables. On lance des opérations sur le photovoltaïque, on se rend compte qu'il y a des excès, mais vraiment incontrôlés. Qu'est-ce qui se passe? On l'arrête tout. Donc nous, ce que l'on fait par rapport à ça, c'est qu'on travaille. Alors, on l'avait édité un document avant les élections législatives. C'est-à-dire qu'on sort un livre blanc, c'est la mode des livres blancs. On avait sorti un livre sur les élections législatives en disant, ben voilà, pour que l'économie du secteur qu'on représente soit portée, voilà ce qu'il faut faire. Dans la construction, dans la réhabilitation, par rapport aux charges des entreprises, parce qu'il y a aussi tous ces sujets-là. Ça, c'était adressé aux députés. Puis ensuite, il y avait le deuxième cran, c'était les élections présidentielles. Là, encore une fois, document sorti, nous proposons. Et puis de ce que l'on fait de toute façon de temps en temps, c'est qu'on se met, c'est ce que l'on a fait là, on se met autour d'une table, le secteur, et on le fait d'ailleurs avec la FNAIM, on commence à avoir des rencontres et on discute sur certains sujets, c'est quel est l'intérêt que l'on peut porter ensemble. C'est pas se positionner face au gouvernement, votre truc c'est mauvais, c'est leur dire, mais attendez, si vous faisiez comme ça, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait mieux marcher? Vous savez, juste avant d'arriver, là, j'étais en discussion avec l'Élysée. J'étais en discussion avec un des conseillers du président de la République sur un autre sujet qui nous pose problème en ce moment, c'est la concurrence déloyale. Le statut d'auto-entrepreneur. Le statut d'auto-entrepreneur et les entreprises low cost. Je viens de sortir de ça. Derrière, j'ai eu les télévisions qui m'ont demandé pour pouvoir faire des interviews. Et là, maintenant, j'ai des radios. Moi, le but, c'est pas d'attaquer, c'est de dire, attendez, il y a un problème, trouvons ensemble des solutions. Et sur le logement, c'est exactement la même chose. Il y a des solutions à trouver. Il faut arrêter ce principe, à un moment donné, on surtaxe certaines choses, paf, ça s'arrête. On vous dit, non, mais attendez, vous aurez des plus-values, donc on l'arrête tout. Qu'est-ce qu'on l'arrête? Pas seulement que le bâtiment. On l'arrête l'ensemble de la chaîne. Moi, si un des maillons de la chaîne qui a un lien avec la construction est affaibli pour une raison, parce qu'il n'y a plus de ventes qui s'opèrent, il n'y a plus de transactions qui se font, on sera tous touchés. Les notaires vont être touchés, les agences vont être touchées, nos entreprises sont touchées. Puis en plus, qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'on dise au gouvernement, à un moment donné, sachez vous adresser à ceux qui sont potentiellement des clients, à l'ensemble de la filière, sachez leur dire des choses claires et surtout pérenniser ce que vous dites. Parce que je vais faire et 6 mois après je change, ça ne fonctionne pas. On est un pays où on ne peut pas se permettre de changer tout en permanence. Ça crée des inquiétudes. Toute inquiétude, ça met un effet de retrait. C'est pour ça. Donc notre rôle, c'est aussi non seulement la défense, mais la proposition. C'est-à-dire savoir anticiper, observer l'environnement et savoir anticiper, proposer. Aujourd'hui, dans ce contexte de marge de manœuvre réduite du gouvernement, de difficultés économiques générales en France et ailleurs, avez-vous des difficultés vis-à-vis de vos troupes ? Est-ce qu'une fraction de vos troupes attendrait de vous un discours beaucoup plus violent, un discours d'opposition? Vous avez renié l'opposition, vous dites on fait des propositions. Est-ce qu'il y a une didactique difficile à l'intérieur d'une organisation comme la vôtre? François Payet ne l'a pas caché, il a parlé de la sienne. Qu'est-ce qu'il en est chez vous? Il en est, vu le nombre qu'on en a, on est obligé d'avoir justement un système de relations pour éviter que ça puisse tourner mal. Nous, on a une structuration, je vous disais, elle est nationale, régionale et départementale. Nous, notre but, c'est de se rencontrer le plus souvent possible. Et tous les ans, d'écrire une feuille de route. Tous les ans, on a un débat, pendant 2 jours, on a des débats, et au bout de ces deux jours de débat, on écrit des textes qui sont pour le président confédéral et pour ses 28 administrateurs la ligne à suivre.
Sauf qu'à un moment donné, l'avantage qu'il y a, entre parenthèses, moi je suis artisan, hein, j'ai une entreprise artisanale, je suis installé dans un département dans l'Ain, j'ai des salariés, ça fait 32 ans que je suis artisan, j'ai occupé tous les postes avant d'être là où je suis, donc je connais vraiment comment les choses fonctionnent. Et mon rôle à moi, c'est d'être sur le terrain. Je vais beaucoup sur le terrain et je cherche à percevoir un petit peu ce qui va arriver. Depuis quelque temps, par Internet, il s'est produit que des extrémistes sont en train d'aller chercher les artisans, leur dire « Votre président, il n'en fait pas assez. Nous, on va vous expliquer ce qu'il faut faire. On va aller dans la rue, à la limite, on va casser, on va se faire entendre. » J'ai tout de suite écrit à tous les artisans adhérents de mon organisation, donc vous imaginez ce que ça représente. J'ai écrit au département qui eux-mêmes relayent auprès des artisans, leur disant « Attendez, on est dans un pays de démocratie. Des gens se sont fait tuer pour qu'on puisse s'exprimer et qu'on puisse avoir le droit de s'exprimer. Moi, je vous demande qu'une chose. Donnez-moi tous les moyens pour m'exprimer, je le ferai. Si jamais je ne suis pas dans la ligne de conduite, vous aurez des occasions de me le rappeler. Mais pour l'instant, ils me disent, tout va, ce qui se passe, c'est tout ce que j'entends. On me voit beaucoup en ce moment. On me voit à la télévision, on m'entend beaucoup dans les radios. Je suis là où il faut être. Mes collègues me disent, continue comme ça, je pense que ça va payer. On est très proche d'arriver à aboutir à quelque chose sur le logement qui devrait être assez intéressant. On est très proche d'aboutir sur la lutte contre le travail dissimulé, contre la concurrence déloyale. Pourquoi ? Parce que en permanence, je répète la même chose. J'ai pas changé mon discours. J'ai pas le changé par opportunité. Parce que ce discours, je le vis au même titre que mes collègues. Donc après, de temps en temps, il y en a un qui me dit « T'en fais pas assez ». Je dis « Bon, écoute, tu viens avec moi, on va en faire ensemble ». Mais il faut quand même, on les porte-parole. Moi, on porte, comme tu portes, François, comme on porte tous, suivant nos responsabilités. On a une lourde charge. C'est qu'un mot dit aux 20h, comme j'ai fait ces derniers temps sur France 2 ou TF1, ou quelque chose qui est dit, vous imaginez les répercussions que ça. Donc il faut faire extrêmement attention. Je ne peux pas aller trop loin dans ce que j'ai à dire. Par contre, il faut que je persuade ceux que j'ai en face de moi que le message qui passe, ce n'est pas l'affaire du président Liebus, c'est l'affaire des 380 000 entreprises. Et quand il y a ce regard, c'est comme ça qu'après, vous avez des rencontres qui ont été un peu inédites pour notre organisation parce que vous êtes le porte-parole d'eux. Et en plus, si vous avez de la cohérence dans ce que vous dites et que tout ce que vous avez avancé jusqu'à présent, ça se concrétise parce que c'est vrai, vous avez constaté qu'on allait effondrer le logement ou la construction parce que telles mesures ont été prises. Quand François le dit, que je le dis et que d'autres le disent, la FNAIM le disent ou d'autres organisations le disent, les notaires le disent ou autres, c'est pas qu'une personne qui le dit, c'est un ensemble. Ça veut dire qu'il y a une cohérence. Donc on prend de la crédibilité. L'important d'une organisation professionnelle, c'est pas seulement de vouloir faire du débat ou de faire le buzz, c'est à un moment donné avoir de la crédibilité. Il faut que quelqu'un vous regarde, que ce soit le président de la République ou qui que ce soit, il vous regarde, ils disent, même si on ne l'a pas, parce que nous, on est apolitique, hein, peu importe ceux qui sont à la tête du pays. Moi, ce que je regarde, c'est qu'est-ce qu'ils vont apporter pour l'économie de mon pays, qu'est-ce qu'ils vont apporter pour mon secteur. À un moment donné, ce qu'il faut qu'ils disent, bon, de toute façon, c'est crédible. Donc, on peut en tenir compte. Après, c'est le lobby, parce que le lobby, c'est ce qui paye le plus. Entre les plus gros et les moins gros, ce qu'il faut, c'est être le plus présent possible et le plus cohérent dans nos interventions. Merci, Président. Dorian Kelberg, vous êtes ici à deux titres, en fait. Hein. J'ai parlé de votre rôle de délégué général de la Fédération des sociétés immobilières et foncières. J'ai résumé en disant les grands investisseurs, mais vous pourrez nuancer. Et puis, vous êtes ici aussi comme président du comité des organisations patronales de l'immobilier, qui est un rassemblement d'organisations professionnelles, patronales, dont... celles qui sont dans la salle, la FNAIM en tête, en tout cas très active dans ce COPI. Et donc vous avez aussi partie liée avec les organisations salariées, les grandes centrales syndicales. Alors, une première question conforme aux autres, et je vais révéler un échange qu'on a eu, dont j'ai gardé un souvenir. On a mis en cause récemment les grands investisseurs et leur retrait de l'univers du logement, qui n'est pas contestable depuis une quinzaine d'années. Je sais que, comme représentant, vous considérez depuis longtemps qu'il faut effectivement que les grands investisseurs reviennent vers le secteur du logement. Comment se passe le dialogue au sein de votre organisation ? Vous avez beaucoup moins d'adhérents que le président Liebus ou que François Payel, mais ce sont des très grosses entreprises. Comment se passe le dialogue avec ces entreprises qui sont cotées, qui sont importantes, lorsqu'elles prennent des décisions stratégiques inverses à ce que politiquement vous estimez aujourd'hui souhaitable ? François Payel parlait de dividendes sociaux, on est sur le même sujet. Comment ça se passe ? Est-ce que, de la même manière, vous considérez aujourd'hui qu'il faut
raidir le discours vis-à-vis des pouvoirs publics, ou qu'il faut l'accompagner, qu'il faut parler de solidarité là où on n'en parlait pas, parce que vos investisseurs, vos adhérents sont des acteurs économiques, hein, qui peuvent être tout à fait froids. Quelle est votre approche aujourd'hui? Quelles sont vos difficultés, finalement, dans votre fonction? Ça fait aussi sûrement la grandeur du rôle de délégué général. Oui, merci. Ça marche, oui. Merci Henri, excusez-moi pour le retard, mais j'étais en réunion, c'est pas au cinéma, j'étais en réunion avec un grand patron justement d'une foncière pour parler de sujets importants. Alors juste un mot quand même pour situer ma fédération. Ma fédération a à peu près une cinquantaine d'adhérents, dont ce qu'on appelle les sociétés d'investissement immobilier cotées, à Bourse de Paris. L'ordre de grandeur, pour quelques chiffres, hein, que vous ayez ça en tête, c'est 40 millions de mètres carrés, 120 milliards de valeur d'actifs gérés, dont 85 milliards en France. C'est 17 milliards d'euros d'investissement prévus pour les 5 prochaines années en France, 31 milliards en Europe en tout, donc 14 milliards à l'extérieur. C'est une capitalisation boursière de 60 milliards d'euros, avec la plus grosse foncière européenne qui est une Unibail-Rodamco. Et notre secteur est le premier secteur en Europe, puisqu'il y a à peu près une dizaine de pays en Europe qui ont un secteur équivalent, et c'est le troisième au monde, après celui des États-Unis et l'Australie, puisqu'il y a une trentaine de pays dans le monde, je prends le Japon, Singapour, le Canada, etc., qui ont un régime équivalent au nôtre. Voilà à peu près les ordres de grandeur des sociétés pour lesquelles je m'exprime et pour lesquelles je représente et défends leurs intérêts. Et comme tu l'as dit, évidemment, donc l'Union patronale de l'immobilier, sur un autre aspect, l'aspect social, m'a demandé de présider ce comité, avec d'ailleurs le vice-président de ce comité, Philippe Prével, qui est ici. Alors, juste un mot pour répondre à ta question, déjà, que m'inspire ce que j'ai entendu. Nous, pour bien comprendre l'action de la fédération, on a à peu près fait une réforme par an avec les pouvoirs publics. Ça a été le statut des foncières cotées en 2002, loi de finances passée en 2003, on fête les 10 ans du régime cette année. Ensuite, on l'a complété par 4 étages complémentaires jusqu'en 2009, ce qu'on a appelé dans notre jargon avec les fiscalistes et les économistes cycle 2, 3, 4, 5. On a évidemment travaillé, piloté avec le CNCC la création des indices de loyer que vous connaissez très bien, l'ILC et l'ILAT. On a géré ensemble de manière défensive, Henri, ça nous rajeunit, le problème, on a désamorcé le problème médiatico-politique des ventes à la découpe entre 2004 et 2006, qui a été... Voilà, mais ça pourrait revenir, ça va nous rajeunir là-dessus. J'ai travaillé aussi sur le financement du Grand Paris, où on a fait en sorte que l'industrie immobilière amène sa contribution au financement du Grand Paris, en obtenant d'ailleurs au passage la suppression de l'amendement Fourcade, qui était une taxation sur les transactions. Bref, donc on est quand même très très actif pour réformer. Et la clé, à mon sens, pour réformer, c'est 2 choses. D'abord, c'est fondamentalement la discrétion. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas forcément parce qu'on est visible dans les médias audiovisuels ou presse écrite ou que l'on touche la main du président de la République ou des ministres qu'on est efficace. Pour l'avoir vérifié sur ces réformes, l'important, c'est surtout de travailler avec ceux qui ont l'oreille des décideurs, c'est-à-dire les conseils, les conseillers. Monsieur parlait du conseil à l'Élysée. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir, par exemple, un ministre, vous avez toujours l'impression que dans la journée, il a vu que vous. Hein, sauf qu'en fait, il en a vu 50 avant vous. Et donc, en fait, il ne se souvient pas toujours, évidemment, des dossiers. En revanche, cultiver une relation de confiance avec les conseillers qui ensuite, quand le parapheur arrivera devant le ministre sur son bureau, et le ministre dira au conseiller, venez, dites-moi c'est quoi ce truc, rappelez-moi, vous pouvez y aller monsieur le ministre, enfin, etc. Ou les parlementaires, idem, président de commission des finances, rapporteurs généraux, etc. Ça c'est important, créer cette relation de confiance. Et quand je prends l'exemple des ventes à la découpe en 2004, qui était lié à l'affaire Gessina Westbrook, les conseils à Bercy m'avaient dit, tu sais Dorian, si on n'était pas avec ce niveau de relation entre nous, on en a saqué pour moins que ça.
On rappellera pour l'assistance que Jeanne Moreau, locataire... non, on ne va pas lui faire ce plaisir là-dessus, mais enfin, bon, ça les ça VIP, des choses dans les mémoires. Mais les VIP de l'immobilier, effectivement, avaient brandi les classes moyennes en bouclier et avaient instrumentalisé la presse. Donc, premier travail, c'est vraiment pas de se soucier de l'idée, tiens, j'ai eu un papier dans la presse, là, où j'ai fait ceci, où j'ai vu le président. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de creuser son sillon et de créer une relation de confiance et de dialogue permanent avec les conseillers ou avec, si on prend les parlementaires, avec les administrateurs au Sénat, enfin, etc., qui travaillent sur le sujet. Deuxième élément de ma réflexion sur ce qui a été dit, c'est qu'en fait, et ça a été dit, mais sans formuler les choses comme ça, c'est que j'ai toujours considéré qu'on ne pouvait être efficace que si on conciliait l'intérêt sectoriel avec l'intérêt général économique. Il faut toujours démontrer que ce qu'on amène transcende l'intérêt du secteur qu'on représente. Si on vient uniquement pour dire, parce qu'on représente, on défend des intérêts, attention, ce que vous faites, vous portez atteinte. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut dire, écoutez, on comprend le problème qui se pose, vous l'avez abordé pas forcément de la meilleure des manières, nous on va vous aider à le faire. Et à travers la façon de faire avec vous, on représentera, on défendra les intérêts. Et je dirais là-dessus que la question qu'on doit nous se poser, c'est pas ce que peuvent faire les pouvoirs publics pour nous, ce que nos secteurs peuvent faire pour l'économie française, ce qu'on peut faire pour la société française. C'est ça le vrai sujet. Et à ce moment-là, dès lors qu'on prend le problème par ce bout-là, évidemment, les choses deviennent moins difficiles. Pas faciles, mais moins difficiles. Et puis, à travers ces deux points, il ne faut pas oublier de se mettre toujours dans la tête des gens qui sont en face de nous. C'est-à-dire que nous, on est sur des discours, des analyses de rationalité économique. Je vais vous donner un exemple très précis qui m'est arrivé il y a 3 semaines pour que vous compreniez. On ne l'a pas vu passer. Fin d'année dernière, dans un document budgétaire, il était écrit que le statut des foncières que je représente, et puis les SPICAV, les OPCI, coûtait à l'État annuellement 800 millions d'euros. Il y a une étude qui a été confiée par Matignon à l'Inspection générale des finances pour faire des économies sur les niches fiscales pour justement récupérer de 2 à 5 milliards d'euros. Et donc, on se retrouve, nous, avec, vous l'avez compris, l'idée circulant, non exprimée, que si on supprimait nos régimes, l'État annuellement récupérait 800 millions d'euros. Eh bien, je suis allé plaider devant l'Inspection générale des finances avec une délégation pour leur expliquer, mais attention, on vous amène 350 millions d'euros d'impôts par an, directs et indirects, on génère 70 000 emplois directs, indirects et induits. On a, je ne reviens pas sur les qualités du secteur, et je dis, mais donc, si vous supprimez le régime, ce n'est pas 800 millions que vous récupérez, c'est zéro. Et donc, l'équation, c'est entre 350 millions et zéro, et pas entre 350 et 800. Donc, il faut toujours plaider l'intérêt général économique et se mettre dans la tête des interlocuteurs. Voilà pour ce premier point, ce que je voudrais dire avant de répondre sur le logement. Dorian Calvert, juste une question avant que Patrick Début, je crois, reprenne la parole. D'abord, il a été un peu mis en cause parce qu'il va serrer la main du président de la République. Mais non, mais il n'y aura pas d'opposition entre les débatteurs de cette table. Mais c'est un point important. On peut retenir qu'il y a aussi le besoin du spectacle et du décorum, mais que le travail à côté doit aussi se faire avec des artisans. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment se sortir de la tête, que l'efficacité passe par justement ce contact direct avec on va dire, les patrons, parce que les politiques parlent comme ça quand ils parlent d'un ministre, etc. Le vrai sujet, c'est en dessous avec les collaborateurs et creuser le sillon. Alors, juste pour répondre sur l'histoire du logement, et on va dans ton sens, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est qu'effectivement, les institutionnels se sont désengagés du logement. En 20 ans, le secteur est passé de 500 000 logements détenus, logements intermédiaires, à moins de 100 000 aujourd'hui. Nos foncières se sont complètement désengagées du logement. Il y a 20 ans, quand notre fédération a été créée, la moitié des foncières faisaient du logement. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Puisque ICAD, il y a 3 ans, a vendu 43 000 logements, donc il en reste 2, Gessina et Foncière des Régions, et Foncière des Régions, pour une grande partie en Allemagne en plus, pas en France. Donc la question, c'est effectivement, quelle réponse on peut apporter au problème sociétal du logement des classes moyennes.
et du logement des classes moyennes dans les grandes agglomérations. Donc, moi, le message que j'essaie de faire passer à mes adhérents, c'est de dire on ne peut pas tenir une position qui dirait circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas notre sujet. Nous, on fait du commerce, nous, on fait du bureau, les anthropologistes, etc. Donc, il faut qu'on soit force de proposition. Alors, force de proposition, ce qu'on explique aux politiques aujourd'hui, c'est de leur dire, vous avez deux solutions. Soit vous nous collez une obligation, mais l'obligation, ça n'a aucun sens. On est dans l'économie administrée, et évidemment, ça a de grandes chances de ne pas fonctionner. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est de créer des outils. Nous, on vous aide à créer des outils, à vous dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas, ce qui a été dit tout à l'heure en disant ça va pas, c'est pas assez bon. Vous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas, vous challenger sur l'idée de créer vraiment ces outils, et ensuite, une fois que vous avez créé ces outils, nous, on est prêt à passer un contrat de gouvernement pour mobiliser l'industrie pour faire. Et après, si, une fois que vous avez créé des outils, qu'on a nous-mêmes signé ce contrat d'objectif avec vous, et qu'on n'a pas fait, vous prendrez vos responsabilités peut-être pour, on va dire, sortir le bâton, si vous pouvez sortir le bâton. Mais le premier travail à faire, et votre responsabilité de politique, c'est de créer les outils pour challenger ensuite l'industrie, pour aider. Alors, l'expression contrat de gouvernement compte, elle rejoint le mot de proposition qu'évoquait Patrick Lébus. On est beaucoup plus dans l'accompagnement de la décision publique que dans l'opposition. Non, attention, parce que, Henri, pas l'accompagnement, parce que l'accompagnement, c'est un truc passif. Mais dans le deal. Non, tu es moteur, tu es force de proposition, mais chacun joue son rôle. Le politique, c'est lui qui crée la règle, c'est lui qui crée les outils. Et donc, il faut l'inciter à prendre sa responsabilité. Et nous, derrière, on leur dit, si vous prenez de votre côté votre responsabilité, nous, on prendra la nôtre. Je donnais un exemple. Quand on a fait l'ILC, l'indice des loyers commerciaux, on a signé un contrat interprofessionnel en décembre 2007 avec les représentants des associations de locataires comme le Procos et le CDCF, les représentants des bailleurs, y compris l'UNPI, et on a dit, voilà, si vous créez l'ILC, on s'engage, dans la mesure du possible, à l'appliquer dans tous les baux. Et si je prends les centres commerciaux, dans 95% des baux des centres commerciaux, c'est appliqué. Voilà l'exemple type de ce qu'il faut faire. Mais c'est nous qui avons créé l'outil avec les pouvoirs publics. Patrick Lébus et ensuite François Payel sur un sujet qui est cher aussi à Dorian, qui est l'inter-syndical, puisque le COPI, pour les affaires sociales, en effet, sur un sujet particulier, qui est la formation, les affaires sociales, l'emploi travaille avec une cohésion, une coordination entre les fédérations. Est-ce que, et vous réagirez aussi aux propos de Dorian sûrement, mais sur ce point-là, est-ce que les organisations professionnelles aujourd'hui ont ce souci de travailler ensemble, ou est-ce que chacune, parce qu'elle a son marketing à faire vis-à-vis de ses adhérents, j'utilise le mot, parce qu'elle a son identité, sa justification, tire la couverture à elle-même sans se soucier de ce que les promoteurs, si on représente les artisans ou les agents immobiliers, ont comme préoccupation? Alors déjà d'une part par rapport au fait qu'on veut être visible. Moi je ne représente pas des entreprises du CAC 40. Je représente des petites entreprises qui sont étalées sur tout le territoire. Quand on a des fonctions comme les miennes ou que vous avez, on n'a pas que la fonction que j'occupe. Je suis trésorier de l'UNEDIC. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est qu'en ce moment, dans toutes mes discussions, je ramène systématiquement l'emploi. Quand je parle du logement, quand je parle de la construction, quand je parle de tout notre secteur, je dis, mais attention, derrière, il y a des emplois. Et vous connaissez les chiffres du chômage comme moi, 3 700 000. C'est 3 700 000 chômeurs indemnisés. Sauf qu'en réalité, en France, il y a 4 millions de personnes qui n'ont pas d'activité ou une activité que partielle. Donc il faut qu'on travaille justement sur ça. Et à un moment donné, je dis, mais attendez, laissez-nous travailler, donnez-nous la possibilité de le faire. Et vous verrez que si tout le secteur de la construction, l'ensemble, ce que j'appelle vraiment la globalité, si on peut se révéler, vous verrez qu'on apportera de l'économie. J'ai la chance de pouvoir faire ce que je fais, mais pour y arriver, je suis passé par tous les conseillers du président de la République. Vous imaginez bien, je fais du lobby à ce niveau-là. Puis au bout d'un moment, eux-mêmes, ils vous disent, moi je veux bien vous écouter, mais il faut aller parler au chef, parce que le chef, il vous écoutera. Sur le logement, c'est simple. Vous savez qu'à un moment donné, le président de la République a fait une intervention à Alfortville sur la construction de logements. Vous savez de quoi ça résulte? Ça résulte d'une manifestation qu'on a faite où j'ai dit, mais vous savez que je suis capable de mettre des artisans dans la rue? Vous savez que je suis capable de le faire? On l'a rigolé, j'en ai mis 10 000.
Une mobilisation en 3 semaines, 10 000 dans la rue. J'ai dit ça, c'est le hors-taxe de ce que je peux faire. Maintenant, vous réfléchissez bien parce que je peux aller plus loin sur le sujet. J'ai vu le président de la République à la suite de ça. Comment on marche comme ça maintenant? Je ne sais pas mon tempérament, mais si à un moment donné, vu ce qu'on représente, attendez, les artisans, vous n'allez pas nous embêter. C'est toujours ce que j'ai entendu. Mais non, vous êtes chez vous, vous n'allez pas... Puis de toute façon, on sait très bien que vous allez un peu bouger, mais comme vous ne pouvez pas délocaliser, vous resterez. Au bout d'un moment, j'ai dit, attendez, vous allez voir, si on ne va pas bouger, il faudra qu'on nous écoute et qu'on prenne des mesures. Vous savez ce que ça m'a permis de faire, ce que je pense que peu de personnes ont fait. Je suis allé dire au président de la République qu'il y avait 2 ministres dans son gouvernement, c'est pas moi qui l'ai choisi, et je ne fais pas de politique, qu'il y avait 2 ministres dans son gouvernement qui sont rattachés à nos activités, à nous tous, qui pour l'instant ont pris aucune mesure en dehors de savoir qui sera la chef entre les deux.